à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'un point lecture, donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures et on commence tout de suite. J'ai lu le tome 3, Le cheval et son écuyer de l'intégrale Le Monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis, et moi je l'ai aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez bien sûr que je suis en marathon lecture sur Le Monde de Narnia, car je souhaite découvrir les 7 tomes en 4 mois. Et pour ce mois de janvier, nous devions lire le tome 3 et le tome 4, et donc je vous parle tout de suite du tome 3. On découvre un jeune homme qui s'appelle Shasta, et qui est l'esclave d'un homme qui se dit être son père, enfin l'avoir élevé comme son fils en tout cas. Et un beau jour, eh bien, il y a un seigneur qui vient pour acheter Shasta, et bah son père, enfin son maître, ne veut pas le laisser partir. Et c'est là où le petit garçon va faire la connaissance du cheval du seigneur, qui est en fait un cheval issu de Narnia, donc c'est un Narnien. Et qui dit cheval de Narnia dit qu'en fait, eh bien, il est capable de parler. Ce cheval s'appelle Bree et il lui propose d'aller avec lui à Narnia, car ce cheval souhaite en fait retourner à Narnia. Et c'est là où Shasta va accepter et qu'il va leur arriver beaucoup de choses. Sur le chemin pour aller à Narnia, ils vont rencontrer des lions, ils vont devoir courir, ils vont devoir se cacher, il va y avoir tout un tas de choses et ils vont surtout faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Aravis et qui elle-même a une jument qui s'appelle Ewin ou Ewin, je ne sais pas comment on prononce le nom de la jument, c'est un petit peu compliqué. Et cette jument est aussi une jument de Narnia, donc elle parle également. Pourquoi Aravis cherche à retourner à Narnia? Eh bien c'est qu'en fait, elle est promise à un mariage arrangé, elle va être obligée d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne veut pas de toute manière épouser, donc elle préfère prendre la fuite avec sa jument et découvrir elle aussi Narnia. Les deux jeunes enfants au début ne sont pas vraiment amis, ils sont plutôt en froid, et au fil de l'histoire ils vont commencer à s'apprécier, il va leur arriver pas mal de choses, on va avoir beaucoup de combats. Une fois de plus, j'ai remarqué qu'à presque tous les tomes on a toujours une guerre ou un combat qui va se passer, et dans ce tome j'ai été contente de retrouver Peter, Edmund, Suzanne et Lucy, puisqu'en fait on les retrouve un moment, même si Peter est quand même effacé, on parle de lui mais on ne le voit pas, mais on voit beaucoup Edmund, Lucy et Suzanne. Après je ne vais pas vous en dire plus puisque comme d'habitude c'est un petit tome. L'histoire est assez prenante, même si je vous avoue que celle-ci m'a un petit peu ennuyée, j'ai trouvé que c'était long. Le voyage des enfants est très long, c'est tout le temps des répétitions très souvent, et ça m'a moins quand même plu que le deuxième, puisque le tome 2 ça a été quand même une belle découverte, mais ce tome 3 était assez ennuyeux et j'ai trouvé que Lewis utilisait beaucoup trop de langage compliqué. On a des noms, la preuve je ne m'en rappelle pas, des noms très compliqués pour la ville, pour les gens, pour beaucoup de choses, et je me dis purée, à la base c'est un livre qui est destiné aux enfants, donc un enfant qui devra lire ce tome-là ne comprendra rien, puisque moi-même des fois je n'ai pas tout compris. Voilà, petit aparté, en tout cas je l'ai quand même aimé, mais sans plus, hein, c'était pas non plus une lecture vraiment exceptionnelle. Je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Comme toujours, dès que je dois lire mes 2 tomes de Narnia, eh bien je les enchaîne. Donc j'ai lu le tome 4, Le Prince Caspian de Le Monde de Narnia, de l'intégrale écrit par C.S. Lewis aux éditions toujours Gallimard Jeunesse. On retrouve Peter, Edmund, Suzanne et Lucy qui sont à la gare pour partir dans leurs écoles, puisque les filles sont séparées des garçons, ils comprennent pas, il leur arrive quelque chose, ils ressentent une émotion bizarre, particulière, et d'un coup ils vont se retrouver à Narnia et ils vont reconnaître tout de suite l'endroit. Au départ ils vont commencer à explorer les environs et c'est là où ils vont se rendre compte qu'ils vont être sur les ruines d'un château, et c'est là où ils vont se dire mais ce château nous dit quelque chose, enfin comment il est positionné, ça nous rappelle des choses, et il s'agit bien sûr du château de Cair Paravel, là où ils étaient élus rois et reines de Narnia. L'histoire au début est là-dessus, mais on a une autre partie de l'histoire qui vient très rapidement après, où on a le prince Caspian, le découvre en fait, qui a perdu son père et sa mère, et il vit avec son oncle et sa tante qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc il est censé hériter du trône. Oui, sauf que son oncle va avoir un fils et va vouloir assassiner Caspian pour que son fils aille sur le trône après lui, alors qu'en vérité c'est Caspian qui est censé être le roi de Narnia. Il va y avoir pas mal de choses, Caspian va réussir à s'échapper, il va y avoir une guerre entre Caspian et son oncle, et bien sûr Peter, Suzanne, Edmund et Lucy, mais aussi Aslan, vont venir en aide à Caspian pour essayer justement eh bien, de le sauver, de l'aider, et que Narnia redevienne le monde qu'il était, avec des animaux qui sont capables de parler, de penser et de réfléchir. J'ai beaucoup mieux apprécié ce tome-là par rapport au 3, parce que du coup le 3 je m'étais un peu ennuyée, et bien ce tome 4 pas du tout. En vérité on a beaucoup d'action, et je trouve que c'est le tome 2 et le tome 4, c'est là où il y a pas mal d'action, où on découvre les personnages, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Après c'est vrai qu'encore une fois on a beaucoup de rappels sur la Bible, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses par rapport à la Bible finalement, je n'ai
l'ai pas lu la Bible, hein, je ne l'ai pas lu, mais bon j'ai appris quand même du catéchisme à l'école. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'allusions à ce que Aslan soit le dieu, les autres c'est ses enfants, ils doivent le respecter. Pas mal de clichés de ce genre là, avec des morales. Par contre les morales sont très bien trouvées. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce tome là, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une BD et c'est bien sûr Lady Doll, le tome 2, une maison de poupées écrit par Vessela et Penko Sechi, publié aux éditions Soleil. Si vous me connaissez, vous savez que ma première BD c'était le premier tome, Lady Doll, donc c'était une poupée intime et j'avais eu un gros coup de cœur pour cette BD. Non seulement l'histoire était sombre, mais en plus de ça, les planches étaient très colorées, très belles, on s'en prenait plein la vue là-dessus et j'avais vraiment envie de découvrir le tome 2 et vu que je l'ai eu à Noël, et bien j'ai eu envie de me replonger dedans. Donc là on retrouve Gaja qui n'est plus du tout une petite fille comme dans le tome 1, c'est une jeune femme. Qui dit jeune femme dit qu'elle souhaite justement avoir un mari, avoir des enfants, bref, tout ce dont peut rêver une jeune femme de son âge. Et c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de soupirants cette Gaja puisqu'elle est quand même très jolie. Beaucoup de garçons la courtisent parce que bien sûr elle cache toujours la partie de son visage abîmée avec un voile, puisque dans le tome 1 on découvre une petite fille qui a une partie du visage qui est atrophiée, qui est vraiment déformée et elle en souffre. Par contre on retrouve notre fidèle Gaja, toujours fidèle à ses poupées, hein, qui est toujours dans son univers avec ses poupées, son monde, qui se fait des amis qu'avec des jouets, qui est quand même assez solitaire. Et quand les hommes découvrent qu'elle a un visage tout abîmé, et bien ils prennent la fuite et Gaja se retrouve une fois de plus seule et blessée. Elle vit toujours avec son père qui maintenant lui aussi a une partie du visage déformée, donc il voit un petit peu ce que vit comme calvaire sa fille. Par contre c'est toujours un homme hargneux, horrible, méchant. Il fait tout pour garder Gaja, pour ne pas être mis à la porte, puisqu'elle est la seule héritière de la maison et de l'argent qu'il leur reste, même s'ils n'ont plus d'argent. C'est alors qu'un beau jour, un jeune homme, Sébastien, qui est un peintre, va apercevoir Gaja et va justement vouloir la teaser, lui dire qu'elle est très belle. Et au moment où elle lui montre son visage, eh bien il est surpris. De premier abord, il est très surpris puisqu'il se dit ok, elle a un visage déformé. Mais il va tomber sous le charme de Gaja, il va la trouver très belle, très attirante, etc. Et il va même entrer dans son monde des poupées pour lui faire comprendre que voilà, il l'aime telle qu'elle est. Et Gaja au début est un peu sur la réserve puisqu'elle a trop été habituée à être rejetée, elle en a marre d'être tout le temps justement mise à part. Et là de voir qu'un homme s'intéresse à elle, même s'il a vu son visage entier, donc la partie qui était abîmée, ça la surprend et c'est vrai qu'elle a du mal au début à lui faire confiance. Mais petit à petit, Sébastien va lui prouver justement qu'il tient à elle. Et c'est là où on voit un peu un amour naissant et c'est très beau à voir puisque Gaja elle en a pas mal bavé, hein, surtout dans le tome 1 et dans ce tome 2. Et la fin par contre est très surprenante. Je vais m'arrêter à là au niveau de l'histoire, je vais pas vous en dire plus. Mais c'est une histoire qui est magnifique dans le sens où elle est très sombre, très émouvante et il y a beaucoup de morale. Hein, parce que là la preuve ça veut bien dire ce que ça veut dire, faut arrêter d'être superficiel, que c'est pas parce qu'une personne n'est pas très belle d'apparence qu'elle ne l'est pas à l'intérieur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette morale, j'ai beaucoup aimé les planches parce qu'elles sont encore magnifiques, on a encore plein d'images colorées, même si elles sont assez dans les tons à chaque fois des couvertures, j'ai remarqué. Le tome 1 c'était beaucoup du rose, le tome 2 il y a pas mal de bleu et encore du rose et du violet. Après la fin je vous avoue, au début je me suis dit non c'est pas possible, ils pouvaient pas faire une fin comme ça, c'est horrible, ça peut pas être une fin comme ça. Et finalement je me suis dit mais ils auraient pas pu la terminer autrement. Parce que dans le tome 1 déjà, la fin nous fait comprendre que c'est quand même une fille qui a été abîmée, qui a beaucoup souffert. Et ce tome 2, quand on m'a dit bah voilà c'est qu'un tome 1 et un tome 2, il y aura pas de suite au niveau de la BD. Déjà j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait une suite honnêtement. Mais j'aurais pas vu une fin autre que celle-là, je vous en dirai pas plus. Moi du coup la fin m'a convenu, même si c'est vraiment une histoire triste. Hein. Ça fait assez réfléchir, on sort pas indemne quand on se ferme cette BD, pourtant c'est qu'une BD, hein, c'est pas un roman. Mais en tout cas je vous la recommande à 1000%, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur une fois de plus pour ce second tome. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vais vous montrer tout de suite des planches. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés ou si vous souhaitez les lire. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!